Sous mes yeux, les paysages irakiens défilent. À 6 heures de vol de Paris, ce serait donc là que des milliers de femmes yazidis seraient torturées, violées et même vendues comme esclaves par des combattants djihadistes. Dès mon arrivée au Kurdistan, au nord de l'Irak, je commence mes recherches. La plupart des yazidis ici portent le foulard, même si elles ne sont pas musulmanes. Elles appartiennent à une minorité religieuse. J'adopte leur tradition. Ces femmes survivantes, je veux les retrouver. Je veux les entendre. Je veux recueillir leurs paroles. Le front est à plusieurs dizaines de kilomètres. Ces combattants kurdes s'apprêtent à le rejoindre. Dans quelques heures, ils affronteront les soldats du groupe État islamique. La route de Dohuk, c'est par là? Oui, tout droit. Allez, arrêtez de filmer. Je me rends à 4 heures de route d'Erbil, la capitale du Kurdistan. Ici, à Zahro, l'un des plus grands camps de réfugiés de la région, monté en quelques semaines. 27 000 personnes s'entassent dans ce village de terre et de plastique. L'insouciance des enfants égaye à peine ces allées sinistres et boueuses. Dans ces tentes, combien de femmes ont réussi à échapper à leurs bourreaux? Combien de destins brisés? Je rencontre Shirin. Elle a 31 ans. Vous ne verrez pas son visage car elle craint des représailles. D'autres femmes de sa famille sont encore prisonnières du groupe État islamique. Sa vie a basculé le 3 août dernier. Ce jour-là, comme tous les autres jours, elle est à la maison. Elle prépare le repas avec sa mère et sa sœur. Toute sa famille est arrêtée par les djihadistes qui envahissent la région. Après 3 mois de captivité, Shirin parvient à s'enfuir. Aujourd'hui, dans ce camp rudimentaire, les tâches quotidiennes sont fastidieuses, mais la vie continue. Très émue, Shirin me montre les photos de sa vie d'avant, quelques souvenirs sur un téléphone. Regardez, c'est moi. J'ai du mal à la reconnaître. Shirin était plus ronde. Elle était très coquette. Et voici son père, un ouvrier aujourd'hui porté disparu. Là, c'est notre maison, construite il y a 2 ans, mais ils l'ont détruite. Shirin, devant chez elle. Ces clichés ont dû faire rêver son fiancé. Il l'attend toujours en Allemagne où il est réfugié. Aujourd'hui, Shirin n'a plus le cœur à se marier. Il faut qu'on arrête de regarder les photos. C'est douloureux. Cela fait 1 mois que Shirin a échappé à ses geôliers. Mais pour elle, la douleur continue. Tous les jours, je revis cette peur. Je m'enfuis, ils me rattrapent et ils me torturent. La nuit, je fais des cauchemars en pensant aux miens. Qu'y a-t-il donc dans ces terribles cauchemars? Shirin reste vague. Je n'en saurai pas plus pour le moment, mais dans son malheur, une petite note d'espoir. Shirin a une raison de se réjouir. La veille, dans cette voiture, j'ai accompagné Nina, sa sœur, sur la route du retour. Sourde et muette, elle aussi capturée, elle aussi prisonnière, elle aussi est parvenue à s'échapper. Nina a passé 4 mois aux mains du groupe État islamique. Dans quelques minutes, les 2 sœurs vont se retrouver. Où êtes-vous? Venez, prévenez les autres. Cette liberté retrouvée, Nina n'y croyait plus. Après son cousin, c'est sa sœur Shirin qui vient l'étreindre. Deux mois de séparation, elle se revoit pour la première fois. Je découvre que la vie de ce camp est rythmée par des retrouvailles. À chaque retour, des larmes, des cris de douleur. Ici, aucune famille n'est au complet. Alors quand une femme retrouve la liberté, c'est le bonheur,
Mais c'est aussi le désespoir de compter tous les absents. Elle est de retour, Dieu soit loué. Si Dieu le veut, elle ne sera pas la première ni la dernière à revenir. Ah mon Dieu, on s'en remet à toi. Dieu soit loué 1000 fois, tu es de retour. Allez, calmez-vous. Après l'émotion des retrouvailles, dans un coin de la tente, Shirin et sa sœur retrouvent leur complicité. Elles échangent leur première confidence. Elle me dit qu'elle est très heureuse d'être là, de nous voir. Elle dit aussi qu'elle est contente d'avoir revu son frère, sa famille, tout le monde. Nina est revenue, mais dans cette famille, tant d'autres sont encore prisonnières. Celle-ci est aux mains des djihadistes. Et elle aussi. Et elle aussi. Et là, c'est mon épouse. Vous avez des nouvelles de votre épouse? Non, aucune nouvelle. Combien de femmes yazidis sont-elles encore aux mains des djihadistes? Comment sont-elles parvenues à s'enfuir? Et quelles terribles épreuves ont-elles bien pu traverser? Pour répondre à toutes ces questions, je retourne au camp de Zahro. J'y retrouve les deux sœurs. Nina semble plus détendue. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous revoir. Sa sœur Shirin est souriante. Elles insistent pour m'inviter à déjeuner. Au Kurdistan, on ne déroge jamais aux lois de l'hospitalité, même quand on n'a plus rien. Ce repas, c'est l'occasion de me rapprocher des deux sœurs. Je voudrais qu'elles me racontent leur histoire. J'insiste pour prendre le thé entre femmes. Je me dis que les confidences seront plus faciles. Qu'est-ce qui était plus difficile quand tu étais prisonnière? Pourquoi tu pleurais? Quand elle était prisonnière, elle était triste parce qu'elle voulait retrouver nos parents et notre frère. Elle voulait qu'on soit réunis à nouveau. Au milieu de la conversation, Zilan, leur cousine de 18 ans, se joint à nous. Elle a connu le même enfer que Nina et Shirin. Elle aussi a été kidnappée par les djihadistes. Est-ce qu'ils agressaient les femmes? Oui. Ils les frappaient. Parfois, ils les droguaient et les attachaient. Ils les attachaient pour arriver à leur fin? Oui. Ils les droguaient et parfois ils s'y mettaient à plusieurs pour leur tenir les jambes. Des femmes témoins, mais jamais victimes. Elle me raconte ces agressions à la troisième personne. Impossible pour elle de raconter l'inavouable. Je sais que dans cette société patriarcale, perdre sa virginité, c'est perdre son honneur et celui de toute la famille. Et toi, tu n'as jamais été agressée? Non. Dès que le djihadiste arrivait, on allait dans la salle de bain et on fermait la porte à clé. Parfois, on se cachait sous le lit. Personne ne vous trouvait? Non. Nos gardiens étaient complices. Comme ils voulaient nous garder pour eux, ils ne disaient pas aux djihadistes où on se planquait. Des femmes à la disposition de djihadistes qui viennent se servir. Zilan, elle, va plus loin encore et me donne des détails. Parfois, ils ne choisissaient pas les filles en fonction de leur beauté, mais par tirage au sort. Chacun repartait avec la fille qui lui avait été attribuée. Est-ce qu'ils emmenaient de très jeunes filles aussi? Oui, elles avaient 12-13 ans, et même parfois 10 ans. Moi, j'ai été achetée par un émir, avec plusieurs autres filles. Il nous a dit, quand vous serez un peu plus âgés, je vous revendrai. Les témoignages de ces femmes me bouleversent. Ils semblent confirmer certaines informations déjà largement diffusées. Depuis quelques semaines, des documents paraissent attester l'existence de ces marchés aux femmes. D'abord, cette vidéo qui circule sur Internet. Des présumés djihadistes se vantent de leurs prochains achats. Aujourd'hui, c'est le marché des jeunes filles. C'est le jour de l'accomplissement de la foi. C'est la distribution. Avec la bénédiction d'Allah, chacun aura sa part. T'es où, ma petite Yazidi? Et puis ce document. Il s'agirait d'un communiqué signé par le groupe État islamique et diffusé par un média irakien. Il y est question des tarifs pratiqués pour l'achat d'esclaves. 150 € pour un enfant de 1 à 9 ans. 105 € pour une jeune fille de 10 à 20 ans. 70 € pour une femme de 20 à 30 ans. Et enfin,
35 € pour une femme de plus de 30 ans. Mais ce document émane-t-il vraiment du groupe État islamique? Correspond-il à une réalité? Je prends rendez-vous avec le ministre kurde, chargé par le gouvernement de s'occuper des réfugiés yazidis. Il m'attend à Erbil, dans ce bâtiment officiel. La sécurité est renforcée depuis qu'il a été la cible d'un attentat des djihadistes. Comment allez-vous? Je suis Nouri. Nouri Osman me reçoit. Quelques minutes pour lui expliquer le sens de ma venue, l'avancée de mon enquête, et je lui remets le document en question. Vous avez sans doute déjà vu ce document. Lequel? Celui-ci avec le prix pour les jeunes filles, pour les femmes plus âgées. Vous savez, j'ai déjà vu ce document. Mais personne ne l'a validé. Peut-être que certains l'ont monté de toutes pièces sur Internet. On ne peut vraiment pas prétendre que ce document est officiel. Selon Nouri Osman, cette grille tarifaire est un faux. En revanche, il ne nie pas de possibles transactions sordides entre djihadistes. Un marché public d'esclaves? Nous n'en avons pas trouvé. Et nous n'avons aucune information à ce sujet. Mais on sait que les djihadistes s'échangent les filles. Qu'ils se les donnent comme cadeau, ça c'est vrai. Entre eux, parfois, s'il y en a une qu'ils aiment bien, ils la monnaient. Mais nous n'avons pas de preuves officielles. Avec son frère, Nouri Osman aide des femmes yazidis à s'évader. Ses réseaux sont très efficaces. Je vais me renseigner pour vous. À ma demande, il téléphone à son frère pour savoir si des opérations sont actuellement en cours. Vous avez sauvé 2 femmes et une enfant? Elles étaient où? Quand? Qui les a amenées? Attends un instant. Ils ont sauvé 2 femmes et un enfant hier, de Raqqa en Syrie. Je ne sais pas encore quelle est l'histoire de ces évadés. M'en diront-elles plus sur ces ventes d'esclaves? J'irai les rencontrer dès demain. À la première heure, je me rends à Dohuk, la grande ville du nord du Kurdistan, voisine de la région des Yazidis. C'est ici que la plupart d'entre eux ont trouvé refuge. En quelques mois, le nombre d'habitants a doublé. Rendez-vous est pris dans un quartier pauvre de la banlieue avec Anna et sa petite sœur, les 2 fugitives qui viennent d'arriver. Un entrepôt délabré, tenu secret, abrite cette famille qui a tout perdu. Anna la voici, aux côtés de Jihan, sa sœur âgée de 5 ans. La gamine boit son thé comme une adulte. Fini l'insouciance. Elle en a déjà trop vu pour son âge. Après avoir été arrêtées et kidnappées dans leur village, elles ont passé 4 mois aux mains des djihadistes. Une épreuve terrible pour Anna. Aujourd'hui, elle boite. Son corps porte encore les séquelles des tortures endurées. Et elle ne peut plus cuisiner. Avant, je faisais le pain, mais aujourd'hui, je ne peux plus, à cause des électrochocs. Ils me mettaient des fils électriques aux pieds et aux mains, alors je n'ai plus de force maintenant. Les djihadistes s'acharnent sur Anna. Ils la soupçonnent de cacher la vérité. Pour éviter que les djihadistes nous séparent, j'ai fait passer ma sœur pour ma fille. C'est pour ça qu'ils m'ont punie. Il y avait un homme marié, il a dit qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il voulait garder ma petite sœur et l'élever dans sa famille. Grâce au sacrifice d'Anna, la petite Jihan ne deviendra pas la fille d'un djihadiste et sans doute plus tard l'épouse d'un djihadiste. Ici, dans cette pièce nue, pour la première fois dans mon enquête, Anna me décrit dans le détail ce qui ressemble bel et bien à un marché aux esclaves. On nous traitait comme des produits en vente dans un marché. Ils nous vendaient entre eux. Un jour, il y en a un qui a dit « Celles-là, je les veux, je vais les acheter ». Et il nous a achetés et nous a emmenés avec lui. Certains cherchaient des servantes pour leur famille, d'autres n'avaient pas d'enfants, ils voulaient acheter une mère avec ses enfants. D'autres encore achetaient seulement des enfants pour les adopter. Et d'autres achetaient des femmes pour s'occuper des enfants. Mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient finalement de tous ces gens. Anna réussit à s'évader en forçant une porte.
Avec sa petite sœur, elle trouve de l'aide, puis parvient à regagner le Kurdistan. Les parents des deux sœurs sont toujours portés disparus. Alors l'homme qui prend désormais soin d'elles, c'est leur oncle. Ce modeste ouvrier en bâtiment les conduit aujourd'hui à l'hôpital. Pour Anna, même libre, le calvaire ne s'arrête pas. Pendant le trajet, elle me confie ce qui la hante. Ils sont en permanence devant moi, ces gens-là. Je n'arrête pas de penser à eux. Cette première consultation à l'hôpital sera pour elle une épreuve supplémentaire. Je découvre qu'Anna n'a pas rendez-vous avec un médecin généraliste, mais avec une gynécologue. Le docteur Naram est connu pour recevoir toutes les survivantes yazidis. Tu as mal où? Tu n'as pas mal au ventre? Non. Pas de vertige? Mais je ne me souviens pas de certaines choses. J'ai des problèmes de mémoire à cause des électrochocs. Après des privations, des tortures, les traumatismes sont multiples. Lors de cet examen, le médecin vérifie l'état général d'Anna. Mais au fur et à mesure, les questions se font plus précises, jusqu'à celle-ci, qui met Anna très mal à l'aise. Tes règles sont-elles régulières? Comment? Tes règles sont régulières? Oui. Bon, on va faire des analyses au labo. Le médecin ne pose jamais la question directement, mais elle sait que la plupart de ces femmes ont été violées. Alors ce qu'elle cherche à savoir désormais, Anna est-elle enceinte? Une analyse de sang dont les résultats resteront bien sûr secrets. Après les agressions, les tortures, l'éventualité d'une grossesse, c'en est trop pour Anna. Alors que je suis à côté d'elle, dans les couloirs de l'hôpital, Anna s'évanouit. Avec d'autres femmes, je me précipite pour la relever. Anna est inconsciente. Je crois bien faire, en lui donnant de l'eau. Mais c'est en hurlant qu'elle reprend conscience. Sans le vouloir, je viens de réveiller chez Anna un souvenir atroce. Lorsque ses bourreaux la torturaient et qu'elle s'évanouissait, c'est avec de l'eau qu'ils la réveillaient. Anna est en pleine crise d'angoisse. Le médecin qui l'a auscultée vient à son secours. Elle ne parvient pas non plus à trouver les mots pour la calmer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Anna est meurtrie. Mais d'autres survivantes vivent un cauchemar pire encore. Elles reviennent enceintes de djihadistes. Je vais mettre du temps à trouver quelqu'un qui accepte de m'en parler. Dans cette clinique privée, je rencontre Hamid. Il est yazidi. Cet assistant de laboratoire fait souvent des prises de sang à ces femmes qui se confient à lui. Certaines rescapées reviennent-elles enceintes? Oui, on en voit quelquefois. Personnellement, j'en ai vu 2 ou 3. Elles me disent de garder le secret, de n'en parler à personne, excepté le médecin. Elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont enceintes d'un djihadiste. Elles ont peur pour leur vie. Peur du déshonneur pour elles et pour leur famille. Au Kurdistan pourtant, l'avortement suite à un viol est légal. Est-ce qu'elles gardent le bébé? Elles me disent qu'elles ne veulent pas de cet enfant, qu'elles veulent se faire avorter, mais je ne sais pas où elles le font. Ému par le destin des femmes de sa communauté, Hamid brise le silence pour alerter le monde.
Enfermées, battues, violées, je me demande comment ces femmes survivent et surtout, comment elles trouvent le moyen de s'évader. À l'hôpital public de Dohuk, le département de psychiatrie prend en charge certaines d'entre elles. Sarah, traumatisée, y est même internée. Elle confie à son psychiatre ses cauchemars et ses multiples tentatives d'évasion. À chaque fois, elle a été rattrapée. Lorsqu'ils m'ont arrêtée à nouveau, ils m'ont demandé « Pourquoi tu t'es évadée ?» Je leur ai répondu « Je ne peux plus rester ici ». Ils m'ont dit « Tu ne peux plus rester ici ?» Alors je leur ai dit « Vous vous imaginez, vous, qu'on prenne vos femmes, vos filles et qu'on tue vos hommes ?» Sarah finira bien par s'enfuir. Grâce à un simple objet du quotidien qui lui sauvera la vie, un téléphone portable. Sarah est encore très choquée, je n'insiste pas. Sarah, comme tant d'autres, a pu recouvrer la liberté avec un téléphone. C'est son frère qui va me le raconter. Rachid, le frère de Sarah, me reçoit dans la maison qui lui sert de refuge à lui et à sa famille. D'emblée, il me montre des photos prises par Sarah pendant sa captivité. Des photos faites avec un smartphone qu'elle est parvenue à récupérer. La maison où elle est retenue, des bâtiments alentours. Ces photos, Sarah les envoie à son frère pour préparer son évasion. Elle nous a envoyé ces photos. On les a données aux passeurs pour qu'ils puissent repérer dans quelle zone et dans quelle maison elle se trouvait. Au moment de s'échapper, Sarah laisse derrière elle le téléphone. C'est le djihadiste qui le trouve avec toutes les coordonnées de Sarah. Grâce aux réseaux sociaux, il entre en contact avec la famille de Sarah, qui finit par découvrir le visage du geôlier. Je suis stupéfaite. Ce bourreau, le voici. C'est un djihadiste australien installé en Syrie avec son épouse et ses 4 enfants. Il laisse plusieurs messages à la famille. C'est sa voix que je vais entendre. C'est vraiment dangereux. Si elle se rapproche de la Turquie, là-bas, il y a beaucoup de sales types. Tu comprends ? Furieux d'avoir perdu son esclave, le djihadiste se veut ensuite rassurant. Il affirme que toutes les femmes yazidis sont bien traitées. Je connais beaucoup de vos femmes qui sont très heureuses ici. Elles ne veulent plus rentrer en Irak. Elles sont très contentes, j'en connais beaucoup. Ne nous prenez pas pour des bandits. Nous sommes très corrects. Nous respectons leurs droits. Avec un téléphone, Sarah et d'autres prisonnières parviennent donc à s'évader. Mais pour rejoindre le Kurdistan, elle a pu aussi compter sur un réseau de passeurs qui depuis peu s'organise. Ici, à Dohuk, dans l'ombre et en silence, le soutien aux familles yazidis par leur propre communauté se met en place. Je vais le découvrir. Une ancienne députée kurde yazidi, contactée des dizaines de fois par téléphone, accepte finalement de me rencontrer. C'est la chef d'un réseau de résistance. Nous sommes dans la banlieue de Dohuk, un quartier résidentiel en construction. C'est au 8e étage de cette tour qu'elle m'a donné rendez-vous. Nous sommes dans le QG de la cellule de résistance. Un appartement, meublé de façon sommaire. Ici, avec des bouts de ficelle, une poignée d'hommes et de femmes montent des filières qui recueillent les rescapés aux abois. D'abord, Khalil, avocat. Goran, officier de police, responsable du réseau et des finances de la résistance. Et enfin Amina, celle que je cherche depuis des semaines. Cette ancienne parlementaire yazidi a toujours défendu sa minorité. Elle parle pour la première fois à une télévision européenne. Elle aussi veut sensibiliser la communauté internationale. Quand ces femmes réussissent à s'évader, elles ne savent pas où elles sont. Si elles ont de la chance, elles sont recueillies par une famille compréhensive qui les aide. Vous savez, même dans les zones occupées par le groupe État islamique, il y a des gens bien.
De là, elles nous téléphonent. Alors nous leur envoyons un passeur, un taxi. Mais on ne fait pas que ça. On fait tout ce qu'on peut pour les aider. Amina est la première personne à recevoir les jeunes femmes après leur périple. J'en profite pour lui poser à elle aussi la question de ces marchés aux esclaves et leurs tarifs. Les prix, ça dépend des traits du visage, de la beauté, de l'âge. Ça dépend si elles sont jeunes ou moins jeunes, si elles sont célibataires ou mariées. Pour la première vente, elles sont vendues cher. Mais pour la deuxième, elles le sont un peu moins que la première. Une fois encore, on me confirme l'existence de ces ventes d'esclaves entre djihadistes, une pratique digne du Moyen-Âge. Dans la pièce d'à côté, l'officier de police qui par sécurité veut rester anonyme m'entraîne au bout de ce couloir dans l'une des chambres du comité de résistance. Surprise, c'est ici que Goran cache l'argent donné par le gouvernement kurde pour aider les rescapés dans leur fuite. Juste un petit coffre-fort, pas de salle blindée, ni de gardien en armes. Cet argent sert à payer les frais d'évasion. Ce n'est pas une situation ordinaire. Parfois, pour passer d'une province à l'autre, il faut $1000, juste pour le taxi parce que c'est dangereux. Parfois, en plus, il faut des faux papiers. Et ça aussi, c'est périlleux pour le chauffeur. Donc, en moyenne, il faut $1000 pour aller d'une région à l'autre. De l'argent dépensé pour rémunérer ces passeurs qui ramènent les fugitifs au Kurdistan. Pour ces résistants, pas de doute, le groupe État islamique veut faire disparaître la communauté yazidi. Sur les 5000 personnes enlevées en août dernier, seules 380 d'entre elles sont revenues. Celui-là, c'est le dossier du village de Kojo. Ce sont toutes les personnes qui se sont échappées des griffes des djihadistes. Sur ces fiches, il y a les photos, l'état civil, mais aussi les endroits précis où ils ont été capturés, transférés, quand et d'où ils se sont évadés. Nous avons aussi des équipes qui filment et photographient les fosses communes creusées par le groupe État islamique. Nous conservons tous ces documents pour les présenter devant les tribunaux. Ces résistants yazidis comptent bien un jour saisir la Cour pénale internationale. Face à l'oubli, ils prennent l'histoire à témoin. Notre peuple est en voie d'extermination. C'est un génocide. Il faut que les responsables soient traduits devant la justice internationale. Nous sommes au XXIe siècle, l'ère du progrès. Vous imaginez au XXIe siècle un peuple exterminé de cette manière, par des criminels aussi rétrogrades? Au moment où je quitte cet endroit, Amina, la responsable du comité, reçoit une famille. Assise à droite, Nazgul, une jeune lycéenne. Prisonnière, elle vient de revenir au Kurdistan. Je vais découvrir avec elle que pour s'enfuir, elle n'a pas eu recours à des taxis ou à des passeurs, mais à une toute autre filière. Depuis quelques semaines, à 1 heure de Dohuk, sur cette base militaire, le balai des hélicoptères irakiens est incessant. Dès que les conditions le permettent, ils survolent le territoire ennemi jusqu'au mont Sinjar. Ici, au sommet encerclé par les djihadistes, environ 2000 réfugiés yazidis résistent et attendent leur évacuation. C'est cette enclave que les femmes fugitives rejoignent au péril de leur vie. De là, avec d'autres réfugiés, elles embarquent dans ces hélicoptères pour rejoindre le Kurdistan. C'est cette incroyable épopée qu'a vécue la jeune Nazgul ici avec son blouson en cuir. Je la retrouve chez elle. C'est son grand-père qui me reçoit. Après avoir faussé compagnie à ses geôliers, Nazgul, avec 5 autres jeunes filles, va errer, marcher pendant 5 jours pour rejoindre le haut de cette montagne. Dans la cuisine, l'atmosphère est plutôt détendue, propice aux confidences. Elles n'ont pas eu de chance.
Enlevées comme ça. Elles sont où tes sœurs? Mes 2 sœurs sont encore avec eux. Elles étaient prisonnières avec toi? Non. Vous avez été arrêtés ensemble? Oui, Et à quel endroit ils vous ont séparés? en Syrie. Autour de la table, tout se passe comme si de rien n'était. L'ambiance est conviviale. La famille, les amis dînent de bon cœur. Mais à l'heure du thé, un événement se produit. Un appel téléphonique auquel personne ne s'attendait. On m'a dit qu'il y a beaucoup de monde qui a fui. Mais vous, comment avez-vous fait? Comment vous êtes-vous échappé? Il y a eu des bombardements. Raconte-moi, dis-moi. Je comprends que Racho parle à son épouse. Fugitive, sa femme Esma, elle aussi, a rejoint le mont Sinjar. Elle a échappé à ses tortionnaires. Elle est saine et sauve, mais grièvement blessée aux pieds. Sincèrement, je pense que tu peux y arriver. Fais comme les autres, protège tes pieds avec des morceaux de tissu. Tu vas y arriver, protège tes pieds, crois-moi. Nous avons demandé de l'aide pour avoir l'hélicoptère. Après, on viendra te chercher en voiture. L'important, c'est que tu reviennes vite, grâce à Dieu. Esma a parcouru des kilomètres avant de rejoindre le mont Sinjar. Elle était prête à tout pour retrouver son mari et sa famille. Elle m'a raconté que la nuit de l'évasion, quand les geôliers les ont poursuivis, ils se sont cachés dans des fossés. Avec ses amis, ils se sont trompés de chemin et ont dû ensuite faire demi-tour. Tout ça les pieds nus. Vous vous rendez compte? Ils étaient épuisés. Aujourd'hui, elle ne peut même plus marcher et son ami non plus. Comment vous vous sentez après avoir parlé avec votre femme? C'est comme le jour de mon mariage. Dès qu'elle arrivera, on fera une nouvelle noce. On fera une grosse fête, on invitera tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'elle arrive saine et sauve. Dans quelques jours, la famille sera réunie autour du grand-père. Cette nuit, c'est déjà le temps du bonheur retrouvé. Le 5 décembre dernier, 8h du matin. C'est le premier vol, la première des navettes entre la base militaire de Dohuk et le mont Sinjar. Racho est là, un peu nerveux, mais pas trop inquiet. Il vient d'apprendre par téléphone que son épouse est montée dans l'hélicoptère. Elle sera là dans une demi-heure. Dieu merci, nous sommes heureux, vraiment très heureux. Nous prions Dieu pour que nos autres proches puissent s'échapper aussi. Que tous les prisonniers reviennent sains et saufs, libérés des mains des djihadistes. Ce serait un soulagement que les nôtres soient de retour. Avec lui, les 3 belles-sœurs d'Esma ne peuvent s'empêcher de penser aux 14 personnes de leur famille encore retenues prisonnières, quelque part, derrière ces montagnes. J'aurais souhaité que mes proches reviennent eux aussi. Mais que voulez-vous que je fasse? Ça y est, le voilà. Le moment tant attendu pour Racho. Dans le ciel, l'hélicoptère et l'amour de sa vie. Je vais aller à sa rencontre. Elle est là. Sur le tarmac, l'impatience. L'émotion submerge la famille, comme à chaque retrouvaille. Racho préfère retenir ses larmes. Pas question de pleurer devant celle qui a tant souffert depuis des mois. Juste un baiser pudique. Et l'étreinte de ses belles-sœurs. Je sais qu'Esma n'oubliera jamais les épreuves qu'elle a endurées. Qu'il lui faudra beaucoup d'amour pour calmer ses tourments. Au moment où cette famille me dit adieu, je ne peux m'empêcher de penser à ces milliers d'autres femmes, encore prisonnières des djihadistes, esclaves, peut-être pour toujours.